Complot à Florence, dans l'Observatoire de Galilée de Guy Jiménez. Le deuxième jour, chez Galilée. Chapitre 5. La bonne étoile. Fiorino était né sous une bonne étoile. C'était ce qu'affirmait Bartolomeo, son parrain. Pourtant, ses débuts dans la vie avaient été difficiles. Sa mère était morte en le mettant au monde et son père avait vite abandonné ce nourrisson malingre, le rendant responsable de la mort de sa femme. Bartolomeo, frère de la défunte, avait alors décidé de le prendre avec lui et de l'élever comme son propre enfant. Un astrologue, consulté quand le bébé n'avait pas même un mois d'existence, avait convaincu Bartolomeo que Fiorino connaîtrait un grand destin. Le mage se prétendait expert en conjonction astrale. Il avait été formel. Non seulement le fragile et souffreteux bambin allait survivre, mais en plus il connaîtrait gloire et fortune. En attendant, Bartolomeo avait dû débourser une coquette somme en paiement de la prédiction. Quelque temps après la consultation astrologique, un changement s'était manifesté dans l'état physique de Fiorino, à qui le lait de la nourrice employée par son oncle s'était mis à profiter. Chaque jour, l'enfant prenait du poids, gagnait en vivacité. La formule « née sous une bonne étoile » venait de l'astrologue. Bartolomeo y souscrivit abondamment. Bien entendu, le parrain se gardait de mentionner trop ouvertement le recours à un mage, sachant combien les pères de l'Église désavouaient cette pratique superstitieuse. Il se contentait de répéter à l'envi la formule d'un air tellement convaincu que ses interlocuteurs ne pouvaient douter de l'heureuse destinée du gamin. Ainsi, le parrain avait-il élevé son filleul, lui garantissant vivre et couvert et une affection au-delà du raisonnable. N'ayant pas d'enfant, pas de femme non plus, Bartolomeo vouait sa vie depuis bientôt 12 ans à ce garçon terriblement attachant, mais plus très attaché ces derniers temps. C'était le moins qu'on pouvait dire. Comme l'anguille vous glisse entre les doigts, Fiorino échappait à sa surveillance. En moins de 10 jours, il avait même disparu par 2 fois une journée entière. Il était revenu quand on ne l'attendait plus et sans produire d'excuses ni exprimer le moindre regret. Bartolomeo s'inquiétait de ces escapades qu'il subissait avec une absolue faiblesse de caractère, les pardonnant trop facilement. Ces velléités d'indépendance, voulait-il croire, mèneraient l'enfant à la gloire et à la fortune annoncées par l'astrologue. En réalité, le parrain se sentait dépassé par son filleul, à qui il n'était pas facile de tenir tête. Il exerçait le métier de compositeur chez un maître imprimeur, et Fiorino avait aussi son emploi, celui d'apprenti, à qui incombait l'ensemble des tâches subalternes, comme balayer la cour, recueillir les caractères tombés, essuyer la poussière. Le manque d'assiduité de son filleul préoccupait Bartolomeo. Leur patron allait finir par perdre patience. Fiorino se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Après s'être assuré que Gelinda et ses 2 grands-mères dormaient encore, il urina assis sur le pot de chambre à la manière des filles. Puis il se déshabilla en hâte et enfila les vêtements propres que Piescaro et Serafina lui avaient donnés. Il constata que sa robe possédait une poche cousue à l'intérieur. Il devina qu'elle lui servirait à dissimuler l'objet qu'il devrait voler chez Galilée. Il s'en amusa, ayant lui-même cousu un petit sac à l'intérieur de son habit de fille pour y dissimuler ses larcins. La pensée de Bartolomeo s'imposa à lui. Quelque temps plus tôt, à force d'entendre son parrain évoquer sa bonne étoile, Fiorino avait eu une révélation. Le labeur de l'imprimerie, 6 jours sur 7 et de l'aube à la nuit, n'était pas favorable à la prédiction de l'astrologue. Aussi avait-il décidé de hâter les choses et de donner un coup de pouce à sa bonne fortune. Délester les bourgeois lui avait semblé une initiative appropriée. L'idée de se vêtir en fille lui était venue du fait qu'on se méfierait sans doute moins de lui et aussi de la nécessité de ne pas être identifié s'il venait à croiser quelqu'un de connaissance. Près de l'atelier d'imprimerie, Fiorino disposait d'une cache secrète, un bout de cave désaffecté. Il y entreposait ses habits pour s'y changer de garçon en fille et de fille en garçon. L'endroit était assez ventilé et peu fréquenté par les rats. En plus de ses vêtements de rechange, il conservait là son trésor, assez peu de choses à vrai dire. Une vingtaine de pièces volées, une bague et un bracelet trouvés. Ces dernières semaines, Fiorino avait donc mis à profit les dimanches et les jours de fête.
Il ne restait jamais trop longtemps au milieu de la foule et ne se montrait pas trop gourmand, limitant ainsi le risque de se faire prendre. Il ne souhaitait pas non plus prolonger ses absences par égard pour son parrain. La tentation était grande, pourtant, d'augmenter le rendement, surtout que sa technique gagnait en efficacité. Mais, sur le chemin de la fortune et de la gloire, Fiorino savait se montrer prudent. La fougue de la jeunesse n'empêchait jamais, chez lui, l'intelligence des situations. Deux événements à 3 jours d'intervalle étaient venus perturber cet équilibre. Le premier avait retenti dans l'esprit et le cœur du garçon comme un coup de tonnerre. Il était occupé un matin à l'imprimerie à nettoyer un châssis à l'eau et à la cendre, après avoir rangé les caractères de plomb dans les cassetins. Il avait relevé machinalement les yeux et découvert une demoiselle. L'atelier était exceptionnellement désert à ce moment précis, et la fille qui venait d'entrer ne pouvait avoir d'autre interlocuteur que lui. Elle n'était pas exactement belle, son nez était même assez proéminent, mais il se dégageait de son expression une grande noblesse qui avait beaucoup troublé Fiorino. Sa robe, à taillade, au col orné de dentelle, laissait entrevoir une fine chemise. Il s'était trouvé gêné, conscient de sa saleté d'encre et de boue, se sentant indigne de parler à cette jeune fille. Pourtant, elle s'était présentée à lui et lui avait demandé où elle pouvait déposer une liasse de papier. Le maître imprimeur était au courant. Fiorino avait indiqué un coin de la table à peu près propre. La demoiselle, ainsi décida-t-il de la nommer, en son fond intérieur, s'en était vite allée. À Bartholoméo, revenu peu après, Fiorino avait demandé qui elle était. Son parrain ne semblait pas connaître cette jeune cliente qui jusqu'alors avait traité directement avec le patron. Un étrange sentiment s'était emparé du garçon, agréable et désagréable, qui à la fois l'exaltait et le repliait sur lui-même. Le second événement remarquable était celui qui venait de le lier à Piaschero. Il s'en était fallu d'un cheveu que Fiorino ne se fasse prendre sur le marché, et il devait son salut à cet homme étonnant qui avait garanti sa fuite afin de lui confier une mission. Sous l'influence de son parrain et depuis son plus jeune âge, Fiorino ne doutait pas de sa prédestination. Quoi qu'il lui arrive, il se disait que cela constituait une étape sur le chemin de la fortune. Il se montrait toujours confiant, se sentant protégé par sa fameuse étoile. La veille, réfugié dans la solitude de son antre secret, il avait eu tout le temps de réfléchir avant de se rendre chez le drapier, et il avait abouti à cette conclusion. Les deux événements, sans lien apparent, la rencontre de la demoiselle, puis celle de Piaschero, étaient en fait reliés entre eux. La récompense promise par Barbetta allait augmenter son trésor de guerre et lui permettrait d'entamer une vie passionnante où la mystérieuse jeune fille jouerait un rôle de première importance. En somme, la conquête de la demoiselle passerait par la possession du florin. Une fois riche, il se mettrait en quête de la retrouver. Aussi, quand il descendit l'escalier chez Piaschero, à l'aube de ce deuxième jour, Fiorino se sentait-il d'excellente humeur et plus heureux et déterminé que jamais. Piaschero était déjà levé. « À la bonne heure, te voilà correctement vêtu. La robe de Gélinda te va bien. » Fiorino fit une révérence coquette. « Il n'y a que toi et moi qui soyons debout, » poursuivit le drapier. « Je m'apprêtais à monter te réveiller. Mange quelque chose si tu veux. Mais ne nous attardons pas. Tu devras être la première à frapper à la porte de Madame Sarti. » Avant de sortir, Fiorino mordit à pleines dents dans un morceau de pain qu'il emporta avec lui. Le jour se levait tout juste, peinant encore à entamer la fraîcheur de la nuit. « Êtes-vous sûr que cette Madame Sarti voudrait bien m'employer » s'inquiéta-t-il. Ils avaient déjà abordé cette question la veille. Piescaro se réjouit secrètement que Fiorina se soucie du succès de l'entreprise et prenne son rôle autant à cœur. « Aucun problème, répondit-il, habillé comme tu es et à l'heure à laquelle tu vas arriver, ce serait étonnant qu'on te renvoie. À toi de faire bonne impression. » Au milieu de la nuit, cependant, une grande angoisse avait fondu sur Piescaro, lui serrant le cœur comme dans un étau. « Que t'arrive-t-il » lui avait demandé Sérafina en le voyant. « Je pense à Fiorina. Et si elle nous trahissait ? Elle sait qui nous sommes et où nous habitons. Le Vénitien m'avait bien recommandé d'en dire le moins possible. Je n'aurais même jamais dû te parler de tout ça. » « Allons, le rassura Sérafina, ne crains rien.
Que pourrait révéler la petite? Elle ne sait pas grand-chose, et puis ce serait ta parole contre la sienne. Non, le seul risque avéré est qu'elle s'enfuit avant la fin en gardant les ducats. Moindre mal, avait soupiré le drapier, rasséréné avant de se rendormir. Aux abords de la maison de madame Sarti, Piaschero en indiqua à Fiorino l'emplacement exact et fit ses dernières recommandations à ce garçon qu'il pensait être une fille. Surtout, sois polie, discrète, efficace, obéissante. Pas d'insolence. Ne te fais remarquer qu'en bien par madame Sarti. Pour l'amour du ciel, ne vole rien, pas le moindre petit objet, la moindre pièce de monnaie. Tu m'entends? Même pas le tube? Demanda Fiorino. Surtout pas le tube, s'exclama Piescaro, avant de se rendre compte que sa protégée plaisantait. Aussi, ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Tout ce que tu verras ou entendras pourra nous être utile. Ces recommandations, il les avait déjà formulées et reformulées. Fiorino était las de les entendre et pressé maintenant de se rendre chez Galilée pour commencer cette mission au bout de laquelle il gagnerait le florin. Piescaro le retint encore un instant. Ce soir, arrange-toi pour t'échapper un moment. Nous ferons le point et je t'indiquerai alors comment tu devras agir demain. Tu passeras la nuit chez Galilée, te l'ai-je dit. Je devrais vraiment y dormir? Bien sûr que tu devras, c'est l'usage quand on entre au service d'une maison. Cela n'arrangeait pas Fiorino, qui risquait de se retrouver en difficulté à cause de son travestissement. Tout le monde ne réagirait sans doute pas comme Gélinda. Et puis Bartholoméo, son parrain, devait s'inquiéter de son absence. Fiorino venait de découcher pour la première fois. Il n'allait tout de même pas recommencer la nuit suivante. « Tu n'as pas l'air contente, remarqua Piaschero. « Non, tout va bien, mentit Fiorino. Il concevait déjà le projet de ne pas dormir chez Galilée. Il trouverait quelque chose, inventerait un prétexte pour qu'on le laisse partir. « Tu es sûre que tout va bien ?» insista Piescaro. « Sûre et certaine. » Il était temps de se séparer. Piaschero lui fixa le lieu et l'heure de leur rendez-vous. « Une dernière chose, dit-il, ne t'étonne pas de me voir. Je rendrai visite à Galilée en début d'après-midi. Évidemment, tu ne m'adresseras pas la parole. Nous ne sommes pas censés nous connaître. » Fiorino assura qu'il se montrerait aussi muet que Gélinda. Ils se dirent au revoir. Piaschero, voyant s'éloigner Fiorina, ressentit tout à coup une sensation de vertige, comme au bord du vide. Cette fille est désormais seule capitaine de l'entreprise, constata-t-il, et me voilà à sa merci. Pourquoi a-t-il fallu que le Vénitien jette son dévolu sur une enfant? Comme toujours, chez lui, espoir et crainte se mêlaient. Il en était conscient et luttait intérieurement contre sa propension à se démoraliser. « Fiorina, reviens !» Fiorino revint sur ses pas. « Je sais bien que tu n'es pas la fille des rues que tu prétends être, affirma Piaschero. » Fiorino, sur le qui-vive, ne broncha pas. Le drapier avait-il reconnu le garçon en Fiorina? Non, ce n'était pas cela. « Tu ne t'es pas jeté sur la nourriture hier soir, lui dit-il, et tu connais, mieux que tu ne voulais le montrer, ton bénédicté. Tes lèvres articulaient les bonnes syllabes malgré toi. Tu as reçu un peu d'éducation, cela se voit. Libre à toi d'avoir des secrets. Seulement écoute-moi bien. Si tu me trahissais de quelque manière que ce soit, je saurais te retrouver, et alors malheur à toi. » Sa barbiche tremblait de fureur, comme si l'enfant l'avait déjà trahi. Il lui avait saisi le bras au niveau du biceps et le serrait à lui faire mal. « Je ne vous trahirai pas, promit Fiorino. « Jure-le, sur la tête de Gélinda, répondit le garçon spontanément. « Non, jure sur ce que tu as de plus cher. » Fiorino ne chercha pas longtemps. « Je le jure sur la demoiselle, dit-il avec une conviction qui frappa Piaschero. Aussitôt le drapier lâcha son bras. « Je ne sais pas qui est cette demoiselle dont tu me parles, une parente sans doute, mais elle doit être une personne de grande qualité pour t'inspirer un tel engagement. »« En effet, répondit Fiorino avec ferveur. Quand ta mission sera terminée, dit encore Piaschero, je serai heureux que tu m'accordes ta confiance. Tu pourrais nous rendre visite, devenir une sœur pour Gélinda. Au moins une amie, se corrigea-t-il. Pourquoi lui dire tout cela? Se reprocha-t-il soudain, surpris d'avoir exposé ainsi ses sentiments. Va, grommela-t-il, nous n'avons que trop perdu de temps.